proposons tous les jours sur Radio J une page d'histoire avec l'histoire des Juifs de France, un rendez-vous concocté par Christophe Dard. Et nous reprenons notre dossier consacré à la rumeur d'Orléans. À la fin des années 60, la ville du Loiret est traversée par une étrange information qui se répand comme une traînée de poudre. Des femmes disparaissent mystérieusement dans des magasins du centre-ville et dont les propriétaires sont juifs. Droguées, les victimes tombent dans des trappes et se retrouvent dans des bateaux sur la Loire. De là, elles partent pour l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient où elles deviennent prostituées. Malgré une enquête de police qui ne donne rien et des démentis, les propriétaires juifs de ces enseignes incriminées sont menacés et insultés. Début juin 1969, alors que la rumeur est dans toutes les conversations dans les rues d'Orléans, la presse locale, Christophe, se fait l'écho de ce que l'on peut appeler désormais un délire antisémite. Oui, effectivement, de nombreux organismes et associations écrivent des communiqués de protestation et de condamnation dans les jours qui suivent. Alors ça va, des associations d'anciens déportés aux fédérations de parents d'élèves, en passant par des syndicats ou bien encore des partis politiques. Le 4 juin, une plainte est déposée contre X par l'antenne locale de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, la future LICRA, pour diffamation à caractère raciste. Après presque 2 mois où la rumeur s'est propagée, l'affaire prend donc une dimension nationale. Des journalistes venus de Paris accourent pour enquêter. Le 7 juin, c'est le journal Le Monde qui consacre un article à l'affaire, avec pour titre « Des femmes disparaissent à Orléans, canular ?» ou cabale, et évoque cette histoire, je cite, délirante et sombre comme la trame d'un mauvais roman photo. L'Aurore ou bien encore Le Figaro se font aussi l'écho de cette rumeur d'Orléans dans leur colonne. Dans les semaines qui suivent, même si certains y croient toujours, la rumeur se dissipe enfin et finit par disparaître. Au même moment, une équipe de sociologues va s'intéresser de près à ce phénomène et essayer de comprendre comment cette rumeur fondée sur aucun événement réel a pu se propager uniquement par la bouche et par le bouche à oreille et aussi rapidement. Une étude financée par le Fonds social juif unifié, et cette équipe de sociologues passe 3 jours à Orléans et elle est dirigée par Edgar Morin. De son vrai nom Edgar Naoum, ses parents sont des juifs originaires de Salonique, donc en Grèce, de lointaine ascendance italienne, et l'homme a alors 48 ans, militant antifasciste durant la guerre d'Espagne, résistant communiste en France ensuite. Edgar Morin a débuté sa carrière dans la sociologie après-guerre et tout en restant un homme engagé, notamment contre la guerre d'Algérie, il s'est intéressé très tôt aux pratiques culturelles. Par exemple, anecdote à ressortir ce matin à la machine à café, c'est lui, Edgar Morin, qui a inventé le mot yéyé au début des années 60, pour qualifier cette jeune génération d'artistes, comme par exemple, bien sûr, Johnny Hallyday. Et à l'issue de ces 3 jours dans la cité orléanaise, Edgar Morin publie un essai, La rumeur d'Orléans, qui paraît à la fin de l'année 1969, sans pouvoir donner le point de départ de la rumeur, qui peut provenir de l'extrême droite ou des milieux pro-palestiniens. On ne le saura jamais. L'ouvrage donne quelques pistes pour comprendre sa propagation et la résurgence dans une cité moderne de récits empruntés, au Moyen-Âge. Oui, effectivement, c'est du Moyen-Âge à Orléans, en pleine année 69. Alors Morin découvre justement dans son enquête, et c'est intéressant, c'est ce qu'on peut lire donc dans cet ouvrage à l'époque, que ces rumeurs d'enlèvement de femmes dans des cabines d'essayage et de traite des blanches ont déjà été présentes très souvent avant-guerre, et d'ailleurs au cours aussi des dernières années, donc après-guerre, que ce soit, alors la liste est longue, à Paris, Toulouse, Tours, Limoges, Douai, Rouen, Lille, Valenciennes, Dinan, Laval, Le Mans, Poitiers et Grenoble, un véritable tour de France. À Marseille en 1958, par exemple, une jeune fille a été droguée par des trafiquants avant d'être retrouvée avec son fiancé dans l'arrière-boutique d'un magasin. Dans de nombreux cas, parce qu'il faut bien sûr le souligner ici, ces rumeurs ont concerné des commerçants juifs. Edgar Morin écrit « Il y a une force irrésistible qui fixe la rumeur sur le fantôme du juif. Pour le sociologue, cette affaire tient à l'inquiétude devant les bouleversements sociaux qui s'accélèrent au lendemain des événements de mai 68. » Oui, effectivement, c'est bien là le sociologue qui parle. Il expliquera plus tard, je cite, « Cette inquiétude me semblait liée à la peur du changement, celui qu'incarnaient à leur manière ces jeunes filles qui allaient dans des magasins pour acheter des mini-jupes ou des
vêtements à la mode. Ce délire antisémite du marchand juif enlevant des jeunes filles pour alimenter un réseau secret de prostitution révélait le malaise de certaines de ces femmes tiraillées entre l'envie de jouer les affranchis et leur vieille inhibition. Leurs parents pouvaient par ailleurs utiliser cette rumeur en leur disant « Vous voyez, on commence par la mini-jupe, mais on ne sait pas où ça peut conduire. » Et il faut préciser que les rumeurs sur la traite des Blanches ne sont pas récentes, puisque selon un sociologue belge, Jean-Michel Chaumont, un film de propagande réalisé par l'association allemande contre la traite des Blanches en 1927 évoquait déjà la rumeur d'enlèvement dans des cabines d'essayage. Eh oui, un fantasme vieux et comme par hasard abondamment relayé par les nazis qui avaient relayé l'existence notamment de la Varsovia, renommée Zvimigdal en 1929, une organisation de crimes organisés et engagés dans le trafic d'êtres humains, principalement des femmes juives d'Europe centrale. Initialement formée sous la couverture d'œuvres d'assistance sociale et religieuse, elle est constituée de criminels ashkénazes exclus de leur communauté, dont plusieurs membres seront condamnés par la justice. La Varsovia active jusqu'en 1939, en particulier en Argentine. En 1957, donc 12 ans avant la rumeur d'Orléans, certains hauts fonctionnaires avancent que 100 000 Français ont été enlevés en 10 ans dans le cadre d'une vaste traite de blanches, sans apporter les moindres preuves. Et oui, le fantasme à la vie dure, donc après-guerre, jusque chez nous. Mais la question qui se pose justement, c'est pourquoi cette rumeur, présente en France et à l'étranger, on l'a compris depuis plusieurs années, a particulièrement fait les taches d'huile à Orléans. Eh bien, c'est un article très détaillé d'Arthur Limignana dans le magazine Vice en 2017 qui donne quelques éléments de réponse. Il rappelle ainsi que c'est dans cette ville que l'accusation régulière d'empoisonnement des puits par les Juifs, on en a parlé hier, a été la plus importante au Moyen-Âge. Par exemple, le roi Philippe VI a même fait traduire en justice au XIVe siècle 6 Juifs orléanais, finalement exécutés, et comme l'écrit l'auteur de l'article, la rumeur de traite des Blanches dans des cabines d'essayage n'aurait donc fait que réveiller les fantômes de l'antisémitisme qui rôdent dans la ville depuis des siècles. Vers l'an 1000, un pogrom avait eu lieu contre des Juifs à Orléans, accusés de faire, un trafic de femmes. Et si la rumeur disparaît à Orléans à l'été 1969, elle renaît du côté d'Amiens, quelques mois plus tard, au début de l'année 1970. En février, la presse évoque la mystérieuse disparition d'une femme, Florence Baudouin, qui n'a plus donné signe de vie du jour au lendemain. Dans les jours qui suivent la rumeur d'enlèvement de femmes dans les cabines d'essayage de magasins de prêt-à-porter tenus par des Juifs ressurgis, on raconte qu'une aiguille dissimulée dans des chaussures injecte de la drogue. Une fois endormies, les femmes seraient embarquées quai de la Somme, puis envoyées dans un réseau de prostitution basé à Tanger ou à Beyrouth. Oui, on retrouve les mêmes détails qu'à Orléans l'année précédente. Et comme à Orléans, cela intrigue la presse. Et c'est après avoir lu une dépêche AFP qu'un journaliste, Claude Fischler, décide de se rendre sur place. Et lui aussi a lu le livre d'Edgar Morin et lui aussi enquête sur cette rumeur qui s'éteint, là aussi finalement assez rapidement en juin 70. Et il en tire un livre, La rumeur d'Amiens, qui complète donc l'ouvrage de Morin. D'ailleurs, Morin verra aussi une raison sociologique, là encore, pour expliquer l'essor de cette rumeur à Amiens et à Orléans. Pour lui, ces deux villes, c'est un peu des frères. Deux anciennes capitales provinciales, déstructurées, des villes moyennes, devenues de grosses agglomérations dans lesquelles le lien social s'est rompu. Et preuve, si besoin y était, que cette rumeur d'Amiens n'existait pas, eh bien celle, vous en avez parlé Léa, qui avait disparu à Amiens en 1970, et donc par laquelle la rumeur a été lancée dans la cité picarde, Florence Baudouin, eh bien son corps sera retrouvé en 1980 lorsque des ouvriers vidangent la fosse septique d'une ancienne boutique de fleurs. Elle avait été assassinée par le fils d'une fleuriste. Des rumeurs de jeunes femmes enlevées dans des magasins de prêt-à-porter tenus par des commerçants juifs et destinés à la traite des Blanches en Extrême-Orient vont encore se manifester en France, comme à Chalon-sur-Saône en 1974. Mais aussi à l'étranger, à Montréal et même en Corée du Sud en 1992. Cette fois, ce ne sont pas les Juifs qui sont incriminés. En Corée du Sud, ce sont les Japonais qui sont suspectés d'enlever des femmes dans les cabines d'essayage. Merci Christophe pour ce numéro en 2 parties consacrées à la rumeur d'Orléans 69. On vous retrouve très bientôt sur Radio J pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France.